Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode de votre podcast C'est Carré. On le rappelle, c'est donc votre nouveau rendez-vous pour mieux comprendre le marché de l'immobilier, un concept proposé par le groupe Diagadom spécialisé dans le diagnostic. Tout simplement, donc aujourd'hui, avec nos trois invités, on va également parler du télétravail et notamment le rapport au logement. Le télétravail a un petit peu révolutionné notre façon tout simplement de se loger avec cette crise sanitaire. Alors finalement, messieurs, donc Yannick, Sylvain, David, qu'est-ce que vous en pensez de ce télétravail et de ce rapport au logement? Quels sont les changements principaux qu'on a pu constater et que vous constatez quotidiennement auprès et avec vos clients? Et surtout, quelles sont les propositions que vous faites pour solutionner un peu tout ça? Eh bien, la problématique du télétravail, c'est d'avoir tout simplement une habitation qui s'y prête, donc avec évidemment un espace éventuellement dédié, et puis surtout une bonne connexion. Une bonne connexion Wi-Fi, ça me semble déjà les deux critères principaux à regarder quand on décide de se lancer dans l'achat d'un logement pour y télétravailler. D'accord. Donc vous avez pas mal de clients qui viennent vous voir en prenant en compte ce nouveau paramètre, tout simplement. Ça rentre dans leur liste de critères, limite, dans leur recherche de biens? Alors ils ne nous le disent pas forcément ouvertement qu'il faut une pièce pour télétravailler, mais on sent qu'en tout cas dans leurs critères de sélection, avoir une pièce indépendante est un atout supplémentaire qui va permettre effectivement de télétravailler. C'est ça. Et pour les personnes, par exemple, qui sont déjà dans des logements, parce que je crois que vous faites un peu de gestion aussi locative, est-ce que vous avez aussi des personnes qui se plaignent d'avoir une habitation qui n'est pas forcément adaptée et qui cherchent des solutions d'amélioration? Il n'y a aucune habitation qui est adaptée pour le télétravail, puisque de toute façon, avant le confinement, on en parlait très peu du télétravail. Donc il n'y a aucune habitation aujourd'hui qui est vraiment divisée ou adaptée pour télétravailler. Je pense que ça va se faire sur les prochaines années. Au fur et à mesure, un certain nombre d'habitations vont être modifiées, agrandies, séparées, divisées pour pouvoir accueillir le télétravail au sein de son logement. Mais tout ça est très récent. C'est vrai que c'est très récent et pourtant, on sent quand même l'impact. C'est-à-dire que des personnes qui veulent investir sur le long terme, elles vont quand même prendre ça en considération. Donc il y a quand même tout un bouleversement qui s'est fait. Oui, et vu qu'effectivement les personnes qui télétravaillent, finalement télétravaillent à peu près 7 à 8 heures par jour. Donc c'est finalement des espaces qui doivent répondre à ces critères-là. David? Moi je pense qu'il y a une vraie question de confort. D'accord. La plupart des gens sont arrivés dans leur logement il y a quelques années. En général, on fait un choix qui correspond à vos besoins. Et puis ensuite, à un moment, vos enfants partent, par exemple, et vous étiez 4 dans un logement, puis vous n'êtes plus que 3, vous n'êtes plus que 2. Vos habitudes évoluent. Et là, le télétravail, il est venu faire une éruption un peu forte. Les gens ont passé beaucoup d'heures dans leur logement, donc se sont aperçus de tous les défauts, de toutes les sources d'inconfort. Et je pense qu'il y a eu le télétravail, il y a eu la garde des enfants, l'école à la maison. Et tout ça a entraîné les gens, je pense, dans une logique d'amélioration de son confort. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que le télétravail va rester? On va le voir un petit peu dans les années à venir. Mais par contre, les aspirations et les attentes des gens vis-à-vis de leur logement, vis-à-vis du caractère tout simplement agréable, c'est-à-dire avoir suffisamment d'espace, des espaces qui soient organisables, avec de l'intimité, mais aussi des espaces qui soient larges, avec de la vue, avec de la lumière. Tout ça, c'est venu rajouter beaucoup d'exigences sur les logements. Totalement. Aujourd'hui, par exemple, on parle de plus en plus d'exposition. Quand on est dans son logement et qu'un bien est exposé plein nord, c'est tout de suite moins agréable qu'un logement qui est exposé ouest ou plein sud. Donc il est vrai, comme David dit, que ce sont des exigences qui sont rajoutées à des critères qui étaient déjà présents. Et donc pour vous, à mon avis, ça vous facilite pas la tâche du coup pour répondre à toutes ces exigences supplémentaires. Ça doit être ça complique un peu de nouveaux défis à relever aussi. La tâche, mais comme je le disais, il y a très peu de logements qui sont adaptés au télétravail. Donc les gens finissent par faire ce qu'on appelle un mariage de raison. Et puis après, ils prévoient des travaux en faisant appel à un architecte de façon à pouvoir essayer d'améliorer cet habitat pour pouvoir y télétravailler. C'est pas évident dans les campagnes. Il y a moins de logements accessibles ou qui sont fibrés, par exemple. Donc il y a certains logements qui ne seront
pas et qui ne seront jamais éligibles au télétravail, c'est certain. Mais du coup, David, est-ce que tu as beaucoup de demandes justement de personnes qui te demandent finalement un réaménagement de l'espace, de trouver des solutions? De toute façon, il y a beaucoup de gens qui vivent dans trop petit, déjà à la base sans le télétravail. Il y a même des gens qui ont besoin soit de changer de logement parce qu'il y a un deuxième ou un troisième enfant qui arrive. Donc on y rajoute le télétravail. Il y a la question de la surface. On a dit dans l'émission précédente que quand on cherchait un peu plus de surface, parfois ça nous amenait à aller un petit peu plus loin du centre-ville parce que les prix sont un peu moins chers. Les gens sont à budget constant, ils veulent plus de surface, donc ça veut dire peut-être qu'il faut s'éloigner. Si on s'éloigne, ça veut dire un peu plus de trajet, un peu plus de temps dans les bouchons, mais par contre on a un peu le jardin. Il y a une autre option qui est d'essayer d'agrandir en le surélevant, ou en faisant une extension, ou en faisant une dépendance, ou en faisant même un deuxième logement sur une parcelle quand c'est possible, quand les parcelles sont grandes, qui est de transformer et d'adapter l'existant. Ça a le mérite de garder le quartier, garder le voisinage. La maison que vous possédez, vous la connaissez, donc vous en connaissez les qualités et les défauts. Vous voyez bien quand est-ce qu'il fait trop chaud l'été, l'hiver où est-ce qu'il manque de lumière et où est-ce qu'il manque de soleil. Vous êtes quand même quelqu'un qui vit depuis longtemps dans un logement, et souvent la meilleure personne pour imaginer sa transformation, sa reconfiguration, parce qu'elle l'a vécu, et elle a vécu tous ses défauts pendant des années, quoi. D'accord, ok. Donc ça peut être une alternative finalement. Totalement. Puis même nous, dans notre métier, aujourd'hui, on vend à nos clients des possibilités d'évolution. Effectivement, fut un temps, on achetait une maison qui n'évoluait pas parce que le terrain ne le proposait pas, ou même la maison, on n'avait aucune réelle possibilité. Et aujourd'hui, dans les critères de recherche de nos clients, souvent la question qui revient, c'est est-ce qu'une extension est possible ou est-ce qu'une dépendance peut être construite au fond du jardin. Donc est-ce que c'est lié au télétravail? Je pense qu'il y a quand même un impact. Après, comme on le disait précédemment, le télétravail ne touche pas forcément la totalité de la population. C'est ça. Mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de personnes qui nous demandent quelles sont les possibilités d'extension de la maison. Et puis tout ça est difficile quand même en milieu urbain. C'est plus compliqué d'agrandir en milieu urbain. Les PLU sont quand même restrictifs. Oui. Donc il y a beaucoup de... Donc, les PLU, on peut peut-être le rappeler pour nos auditeurs. Plan local d'urbanisme. D'accord, qui doivent être qui validés. définissent les règles d'urbanisme à respecter quand vous voulez aménager vos combles ou faire un agrandissement ou une dépendance. Voilà, ce sont toutes les règles d'urbanisme à respecter. Et ça s'est durci aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait que la plupart des appartements, des maisons aient des possibilités de se transformer. Et en même temps, quand on regarde ce qui s'est passé ces 10 dernières années, les plans locaux d'urbanisme ont plutôt serré la vis sur les possibilités que vous avez. Donc les possibilités que vous avez, c'est sur quelle surface vous pouvez construire. Est-ce que si vous construisez, est-ce que vous avez le droit de toucher la limite du voisin, ou est-ce qu'il faut vous reculer? Si vous vous reculez, ça fait tout un tas d'espaces que vous ne pouvez pas construire, par exemple. Et ce qu'on a vu ces dernières années, notamment Île-de-France et première couronne de Lyon, première couronne de Bordeaux, des villes comme ça, sous la pression des voisins, des gens qui n'aiment pas trop les chantiers, qui n'aiment pas trop quand ça change, ou en tout cas, les élus se sont mis à resserrer la vis progressivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait le calcul, par exemple, d'acheter un 90 mètres carrés, en se disant peut-être que je peux rajouter 40 mètres carrés supplémentaires, ça me ferait une maison de 130 mètres carrés, vous payez le 90 mètres carrés au prix du marché, à 5 000 € du mètre, par exemple, si vous êtes à Bordeaux, et vous vous dites, les 40 mètres carrés supplémentaires que je vais construire, je vais les payer le prix de la construction, 1 500, 2 000 € du mètre carré. Ça, c'est un calcul que beaucoup de gens font quand ils n'ont pas les moyens de payer 5 000 € du mètre sur 130 mètres carrés. Et alors, pour répondre à la question, est-ce que je peux sur ce bien-là, là, vous devez ouvrir le plan local d'urbanisme et constater qu'entre les hauteurs, les prospects, les emprises au sol, les coefficients de pleine terre, déjà, c'est compliqué à comprendre. Et en plus, ça s'est resserré. C'est-à-dire que... Et donc, il y a une forme de... On va avoir un travail pour faire en sorte que les gens s'habituent à l'idée que les maisons s'agrandissent, se surélèvent ou se transforment, et surtout que les voisins l'acceptent. C'est pour ça que beaucoup décident de plutôt acheter directement un 130 mètres carrés pour anticiper à 1 heure de Bordeaux ou à 3/4 d'heure de Bordeaux, de façon à ne pas se lancer dans des travaux. Du coup, c'est dommage aussi pour les personnes finalement qui n'ont pas la possibilité de partir ou tout simplement de changer de mode de vie, un peu comme on parlait dans le précédent épisode, et qui souhaitent faire des travaux. On en a parlé aussi dans les conseils. Finalement, ça reste quand même assez compliqué et surtout si on doit télétravailler toute la semaine à la maison et qu'en vrai, on n'a pas vraiment de possibilité de réaménager les espaces. C'est très dommage pour ces personnes-là, du coup. Oui.
Et elles n'ont pas vraiment le choix. Pour parler également du télétravail, on parle beaucoup de ce concept du télétravail nomade. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? On l'observe dans les villes où il y a beaucoup de locations saisonnières courte durée, le type Airbnb. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la plateforme Airbnb a réajusté un petit peu son offre en essayant de cibler des personnes qui ne vont pas louer pour un week-end ou pour une semaine de vacances, mais qui vont louer sur un mois ou sur 2 mois, dans certaines villes assez attractives en Europe ou dans le monde, pour vous vendre 3 mois de vie à Lisbonne, par exemple. Et donc les Airbnb ont souffert pendant la crise du Covid pour les questions sanitaires. Et donc il y a eu quelques biens qui sont revenus sur le marché, parce qu'il y a de la réglementation qui est en train d'évoluer aussi, qui limite le nombre de nuitées par an, voilà, qui s'est durci. Et puis pour les raisons sanitaires, les gens ont un peu moins voyagé, on va dire. Et donc c'est vrai qu'il y a dans certaines villes, notamment dans tous les cadres de vie, un peu d'exception, il y a une nouvelle offre qui est apparue via du Airbnb essentiellement, qui consiste à essayer de séduire des gens qui n'ont pas beaucoup d'attaches, donc sans doute pas d'enfants, et qui seraient prêts à passer 3 mois ici, 6 mois dans une autre grande ville, en changeant de continent. Voilà. Je pense que ça reste assez ponctuel. Ça rejoint le sujet des résidences secondaires qu'on a évoqué. Il ne faut pas oublier que le télétravail, ça ne touche pas non plus tout le monde. Ce n'est pas la majorité de la population. C'est pas la majorité de la population. Tout le monde ne veut pas télétravailler. Et ensuite, il faut pouvoir, comme je le disais, rester chez soi toute la journée. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui ont la capacité de télétravailler et qui sont bien tout seuls toute la semaine. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent télétravailler 1 ou 2 jours par semaine, mais qui ont besoin de voir les collègues, qui ont besoin d'aller au bureau à un moment donné, parce que ça fait aussi partie de la vie et de la vie sociale que les gens veulent avoir. C'est vrai que c'est un nouveau mode de vie, mais effectivement, finalement, on ne peut pas vraiment y échapper, puisque finalement, cette crise, elle perdure. Et même si on en sort plus ou moins, quoi qu'il en soit, le télétravail reste une option et reste fortement recommandé pour les entreprises. Pour une certaine activité. Est-ce qu'elle est recommandée également pour certaines entreprises? Mais c'est très certain parce qu'il y a une économie financière pour certaines entreprises. On se retrouve avec des grosses entreprises qui louaient des très gros locaux où finalement ils font des grosses économies, puisque finalement le télétravail fait que on a beaucoup moins de personnes qui sont sur place. Aussi, donc pour le coup, il y a un gain financier qui est très intéressant pour certaines entreprises. Est-ce qu'avec le long terme, le télétravail sera aussi rentable que d'avoir des locaux et des gens sur place? C'est pas sûr. Je ne sais pas ce que ça va donner à long terme. Je pense que ça dépendra des branches. Probablement que ça dépendra des activités. Ouais. Moi, je crains quand même que tout le monde y trouve ses intérêts, puisque pour ceux qui télétravaillent, c'est passer plus de temps en famille, c'est gérer son propre agenda quand l'activité le permet. Mais la contrebalance, c'est qu'on emmène son employeur quand même sur son canapé, finalement. Et pour les gens les plus investis, c'est un temps de travail supplémentaire, mais on n'en est pas forcément conscient. Là où on passait peut-être 2 heures dans des transports, c'est 2 heures de travail supplémentaire à la maison parce qu'on est quelqu'un d'investi et beaucoup plus réglo dans son travail. Oui, justement, il y a eu pas mal de retours de personnes qui disaient qu'en tout cas, elles ressentaient de plus grandes exigences de la part de leur employeur depuis qu'elles sont en télétravail. Parce qu'effectivement, il y a aussi… Il y a un contrôle qui se fait beaucoup moins, donc forcément, il y a probablement des abus. On est sur le canapé. Il est là le risque du télétravail. Je pense que beaucoup d'employeurs vont abuser du fait que les salariés ou autres soient dans leur logement pour exiger du travail supplémentaire. C'est pour ça qu'il faut avoir un habitat dédié pour ça et un espace, je pense, lié spécifiquement au télétravail. Parce que travailler sur sa table basse, sur son canapé, dans le salon, je ne crois pas que ce soit viable à long terme si on est amené à télétravailler des mois, des années. J'ai un ami qui télétravaille depuis la sortie du premier confinement. Il n'est pas retourné au bureau très peu. Il est sur sa table de salon. Il a dû changer d'appartement et trouver un logement en location. Pour le coup, il est resté en location. Il a dû trouver un appartement plus grand pour pouvoir aménager un petit coin dans une chambre, parce qu'on ne peut pas télétravailler comme ça sur une table de salon ad vitam aeternam. Voilà, c'est pas possible. Il faut vraiment prendre en compte, je pense, tous les avantages et les inconvénients du télétravail. C'est ça. Après, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est-à-dire que
nous, on l'a effectivement vécu, on l'a pris de plein fouet, ce télétravail, c'était une contrainte qui nous a été imposée. Mais il y a plusieurs pays, en tout cas, les pays nordiques, aussi pareil, apparemment au Canada, où déjà depuis plusieurs années, avant même cette crise, le télétravail était quand même instauré. Ça faisait partie aussi du mode de fonctionnement. C'était peut-être 1 à 2 jours par semaine. Effectivement, on était quand même… C'est culturel. Aussi, il y a ce côté culturel, mais ils étaient… Le Canada n'est pas un pays de propriétaires. La France est un pays de propriétaires. Tout le monde a été habitué à devenir propriétaire. En France, on veut devenir propriétaire. C'est l'objectif. Hein. C'est après son job, après avoir son job, c'est la deuxième priorité après le job, c'est avoir tout de suite un logement. Au Canada, je ne crois pas qu'il y ait un engouement aussi spécifique pour la propriété. Du coup, ça change effectivement le rapport, mais en tout cas, ces personnes-là, bien avant cette crise sanitaire qu'on connaît tous, finalement, elles télétravaillaient à la maison, avec ce rythme, avec ce mode de fonctionnement, avec… il y a fort à parier qu'en France, on va se réguler par rapport à ça. On va sûrement passer à aussi une réglementation, parce qu'il y a très peu de réglementation dans le télétravail actuellement. Ça commence à venir, mais il n'y avait pas de réglementation. Mais il y a fort à parier que quand on aura trouvé la bonne réglementation, bien effectivement, pour une activité bien particulière, notamment on a discuté le tertiaire, effectivement, je pense que ça sera tout à fait concevable à long terme de pouvoir télétravailler chez soi. Mais ça concernera encore toujours une activité, minorité en plus. Des activités bien particulières. Toute la population française ne pourra pas le faire. Oui, qui exclut le travail des professeurs, qui exclut tous les services de proximité, qui exclut beaucoup de gens qui travaillent sur le présentiel. Moi, je pense que l'avantage principal du télétravail, il n'est pas tant dans le télétravail, puisqu'on augmente le temps d'écran. À moyen terme, je ne sais pas si les gens, peut-être qu'il y a des gens qui sont passionnés des écrans, mais à mon avis, la plupart des gens vont se fatiguer des yeux. Et par contre, là où c'est indéniable, c'est quand vous supprimez le trajet domicile-travail, là, ça fait l'unanimité, c'est certain. Et en fait, le télétravail, il vient corriger un problème, qui est un problème de nos villes, qui est que l'emploi et le logement, en fait, sont localisés à distance, dans une distance un peu importante, avec des problèmes de congestion forts. Et donc, le problème principal résolu par le télétravail, c'est ces 3 heures dont on parlait la dernière fois, 3 heures par jour en Ile-de-France consacrées, ça veut dire que c'est 3 heures en moins avec vos enfants. 3 heures en moins avec vos proches, 3 heures en moins à faire la cuisine, 3 heures en moins à aider vos enfants à apprendre. Donc, le temps, je pense que la plus-value principale, elle est là. Le télétravail est une forme de solution, un peu immatérielle. Du coup, quelques jours par semaine, les gens restent chez eux. Mais il faudrait adapter le logement. Il y a une autre solution qui est de construire plus de logements proches des emplois pour que les gens se rapprochent tout simplement de leur lieu de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'aller au boulot en 20 minutes que d'y aller en une heure et demie. De déplacer plutôt les emplois. On va manquer de terrain. Parce que voilà, on est quand même sur une grosse saturation. Là. On va manquer de terrain. On est déjà les uns sur les autres. Alors, on est déjà les uns sur les autres. Quand prenons Paris, c'est qui est la ville où on peut faire les choses en métro, à pied ou en vélo. Donc, c'est la ville la plus dense de France. Cette densité, ce n'est pas vraiment un frein à son attractivité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de logements. Les gens payent quand même assez cher au mètre carré pour y habiter. Ça veut dire que ça fonctionne à peu près. Dès qu'on passe les portes du périphérique, comme vous prenez toute la première couronne francilienne, on est sur des densités beaucoup plus faibles. Alors c'est déjà dense, il y a déjà du monde, il y a déjà beaucoup de voitures, c'est déjà perçu comme ça. Pour autant, les prix au mètre carré sont inférieurs. Donc ils sont en dessous du modèle urbain intramuros, qui est plus dense, mais mieux desservi, et où les choses se font dans des échelles de proximité plus fortes. Donc moi je pense qu'il y a de la place, vraiment. Il y a de la place, simplement, ça n'évoluera pas avec une somme de fantasmes, c'est-à-dire que quand vous êtes dans peu de mètres carrés dans Paris, vous avez une station de métro qui est à 5 minutes à pied de tout. Vous avez accès à tout en 10 minutes ou en 15 minutes. Et ça, vous le payez, et les gens le payent cher. Mais ils n'ont pas en même temps la terrasse, en même temps les grandes surfaces, etc. Mais quand on regarde les choix réels qui sont faits, là où c'est le plus cher au mètre carré, ça reste quand même là où c'est le plus dense. Ça ne veut pas dire que ça coche tous les avantages à 100%, mais dans le fond, je
Je pense que quand vous avez 3 heures dans les bouchons entre le matin et le soir, le télétravail, ce qu'il montre, c'est que c'est ça la contrainte principale. Parce qu'après, à la maison, c'est beaucoup de contraintes, la réalité. Mais les gens font la balance entre toutes les contraintes domestiques d'un logement qui n'est pas hyper adapté, ou d'espaces qui ne peuvent pas se cloisonner, une intimité qui n'est pas... Voilà, l'employeur sur votre canapé, comme vous dites. Donc ça, c'est des désavantages. Mais par rapport à 3 heures de trajet quotidien, je pense que pour le coup, la contrainte du trajet quotidien, elle est vraiment très très forte. Et voilà, on arrive déjà au terme de cet épisode. Messieurs, merci à vous pour ces conseils, merci pour ces échanges très très intéressants. Et comme d'habitude, je vous propose de donner quelques conseils clés et précieux à nos auditeurs avant de se quitter. Finalement, le télétravail, ce concept, est-ce que c'est un modèle viable? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour être dans les meilleures conditions pour le supporter, tout simplement? Eh bien, je dirais qu'il faut bien se renseigner sur les possibilités du logement qu'on décide d'acheter, savoir si on peut facilement l'agrandir ou aménager les combles, etc. Bien se renseigner sur les connectivités, parce que pour télétravailler, c'est obligatoire. Voilà un petit peu ce qu'il faut que les gens abordent comme sujet. Très bien. Puis, comme mon collègue Sylvain dit, oui, il faut anticiper. Hein, donc, dans sa sélection de maisons, il faut prévoir à exiger une surface ou une pièce supplémentaire adaptée au télétravail. Mais non, moi, je continue à dire qu'il faut rester quand même vigilant, hein, parce qu'il y a des avantages, mais il y a également des inconvénients au télétravail. Et il y a un grand calcul et des grands échanges à faire avant de se lancer sur une acquisition en anticipant un télétravail à venir. Et moi, ce que je dirais, c'est que le télétravail à moyen terme, je ne sais pas si ça va vraiment prendre en France, si les gens trouveront ça agréable, confortable. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un bien, que vous pouvez l'agrandir, que vous pouvez l'améliorer, créer des espaces extérieurs, mettre plus de lumière, c'est l'occasion de le faire. Peut-être que pendant 1 an ou 2, vous y ferez du télétravail. Et demain, ça fera de l'espace en plus. Quand vous le revendrez, ça fera une plus-value. Voilà, le télétravail, c'est une grande interrogation. Par contre, améliorer son logement, l'agrandir, y mettre plus de lumière, le rendre plus confortable, je pense que là, on est forcément gagnant. Donc finalement, encore des travaux, si je comprends bien, David. Alors avant de se quitter, bien sûr, je vous propose une petite dégustation. Cette fois, c'est notre partenaire chez Patissem qui nous régale. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de votre podcast C'est Carré. À très bientôt.